C'est bon. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier webinaire de notre série Automne 2025. Très heureux de vous recevoir. Je suis Éric Pinault, je suis président du comité scientifique de l'ISE. Et on a, pour ce premier webinaire, le plaisir de recevoir David Paquette-Bélanger, qui est au doctorat en études littéraires, interdisciplinaire en études sémiotiques. Excusez-moi, là, je vais lire mes notes, y aller comme il faut. Donc, David Paquette est étudiant au doctorat interdisciplinaire en études sémiotiques de l'Université du Québec à Montréal, au département d'études littéraires. Euh, Formellement, donc, selon sa description, il s'intéresse aux liens familiaux qui nous unissent au territoire et aux pratiques artistiques, particulièrement la relecture et l'écriture qui favorisent la transmission de ces liens. Il fait partie de l'équipe de recherche Réécrire la forêt boréale, qui a généré ce premier volume qui est vraiment passionnant à lire, qui s'appelle Boréaliser. On a quelques personnes ici qui sont, dont Jonathan Hope, là, qui contribue à ce projet à titre de professeur et directeur. Et aujourd'hui, on va être ailleurs que dans. Moi, j'ai adoré le petit chapitre sur le castor dans cet ouvrage de David. Euh, mais maintenant, on se tourne vers autre chose. On est dans le domaine de loi. Là, si je comprends bien, on s'en va on retourne c'est un retour aux sources, au territoire d'origine, parce que ça serait, David, votre patelin d'origine autour de Cap-Tourmente. Donc, j'imagine Saint-Joachim ou quelque chose du genre. À côté de Et Beaupré. on revisite en même temps un mémoire de maîtrise qui est celui de votre mère, qui aurait travaillé sur loi à Cap-Tourmente. Alors, donc, la présentation s'appelle Loi en bagage, mémoire d'Ajoast, Cap-Tourmente. Et je vous laisse donc faire votre présentation. Je suis très content qu'on commence avec une étude interdisciplinaire qui met en dialogue les humanités environnementales et les sciences de l'environnement. Donc, à vous de commencer votre présentation. Le modèle, c'est donc une présentation d'à peu près une demi-heure, 40 minutes. Après ça, on a une discussion jusqu'à 13h30. Et tout ça est enregistré, donc, pour les archives. Parfait, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Puis merci beaucoup, Audrey, pour l'organisation aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont été impliquées dans l'organisation, mais je les remercie. Là. Peut-être que j'ai pas vu tous ceux et celles d'impliqués, mais merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Puis je vais essayer de rester formel moi aussi pour l'enregistrement et pour les fins de la postérité du vidéo. Mais merci à ceux qui sont là. Puis je veux dire un petit salut à Félix-Antoine aussi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je suis vraiment content que tu sois là. Donc oui, voilà, à partir de maintenant, je reste formel. Alors, je vous partage déjà la présentation que j'avais préparée pour la suite. Voilà, ça devrait fonctionner. Oui, Est-ce que vous voyez c'est bien la parfait. présentation? C'est OK, parfait. super. Donc oui, comme Eric a mentionné, ben, je m'intéresse à un espace particulier. Je m'intéresse à la réserve de faune d'Aouasté Cap-Tourmente. C'est habituellement nommé simplement Cap-Tourmente, mais bon, il y a une présence autochtone originaire de là et c'est un village attesté qui s'appelait Aouasté. Donc, dans l'idée de visibiliser ça aussi, je pense que c'est important de l'introduire dans le nom. Et puis, je m'intéresse à la réécriture, surtout du mémoire de maîtrise de ma mère. C'est à travers ce geste-là que je me suis intéressé à la réserve au départ. Euh, donc oui, le geste de réécriture pour moi permet de visibiliser plusieurs choses différentes et permet aussi de formuler un lien avec l'apprentissage que j'ai fait étant jeune à la réserve parce que c'est un lieu que je fréquentais quand j'étais jeune. On a habité, on a grandi là avec ma mère sur la côte de Beaupré. Elle vient de Beaupré. Et donc de entamer une recherche qui se base aussi sur un apprentissage plus ancien, qui n'est pas seulement un savoir académique mais qui valorise aussi d'autres types de connaissances qui m'ont été transmises à la réserve. Je vous donne un petit plan de ma présentation. Je voulais déjà, justement, puisque je m'intéresse à ces idées de filiation, d'héritage, je voulais vous présenter quelques citations et quelques lectures qui m'ont mis la puce à l'oreille là, pour me montrer le potentiel peut-être de cette idée-là de réécriture, de m'intéresser à un texte déjà fait, déjà présenté et accepté. Dans ma première partie, ça va être surtout ça, un petit bassin de citations qui m'ont mis sur la piste du potentiel de cette idée-là. Ensuite, je voulais m'intéresser à quelques écueils ou idées reçues que ma démarche pourrait valoriser malgré elle, hein, que ma démarche pourrait perpétrer là, sans que je le souhaite. Donc, quelques idées reçues sur
le rapport à la mer, par exemple, ou le rapport genré au savoir. Et puis finalement, je vais m'intéresser au cas concret de gestion de loi à travers trois plans de gestion. Pour m'intéresser concrètement à qu'est-ce qu'une démarche comme la mienne peut visibiliser, quel type de rapport à la nature on peut promouvoir par cette vision-là, en sachant que, il y a certaines possibilités qui sont offertes là, par cette démarche qui est plus située, qui reconnaît aussi l'héritage bon, de la réécriture et du savoir. Donc, je vous situe un peu moi aussi. Voici le plan de la réserve du Cap Tourmente. On est à 50 km de Québec, en aval de Québec. Donc, on se dirige vers Charlevoix, tout à la porte de Charlevoix. On retrouve donc ce secteur, la réserve nationale de faune du Cap Tourmente, qui a été fondée en 78 pour protéger surtout ce que vous voyez en bas en pointillé, qu'on appelle communément la batture, mais qui est ben, donc la batture ou le marais intertidal qui est cette zone inondée et exondée. Donc, elle va être recouverte d'eau à la marée haute et puis complètement dégagée à marée basse. Et puis, ça en fait un territoire vraiment propice pour l'établissement d'une large colonie de cirques d'Amérique. Euh, et le cirque et ses racines, le rhizome du cirque, constituent une des nourritures favorites de l'oie en période de migration. Et donc, c'est ce qui explique la grande présence de l'oie blanche de la volée d'oie à ce secteur lorsqu'elle s'arrête en migration au sud du Québec. Et puis pendant les décennies d'écriture, c'est-à-dire pendant les décennies de jeunesse de ma mère et puis pendant l'écriture de son mémoire, l'entièreté ou la quasi-entièreté de la volée se posait au Cap-Tourmente. C'était vraiment un secteur privilégié. Et puis, au fil de l'augmentation de la population, ben, son arrêt migratoire s'est élargi au sud du Québec pour se poser sur d'autres battures et à d'autres secteurs, comme le réservoir de Victoriaville, par exemple. Donc, son aire de répartition est beaucoup plus étendue maintenant. Donc voilà, la réserve a une importance primordiale pour la conservation de ce marais à cirque et pour la disponibilité de la nourriture de l'oie blanche en période de migration. Elle est importante aussi donc à des fins récréatives, mais aussi des fins de recherche, hein, à travers un partenariat avec l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac qui mène une, euh, une c'est-à-dire une station de bagage, hein, donc qui mène une recherche depuis une dizaine d'années sur le bagage des passereaux. Donc, c'est une réserve qui est très importante aussi et amplement utilisée, pas seulement par l'oie blanche et la population d'oies, mais par une centaine de passereaux aussi. Là, vous avez un roitelet à couronne rubis qui est pris dans un filet japonais, qui est une des premières étapes du bagage. Donc, les oiseaux sont ensuite manipulés avec un très grand soin et un très grand savoir-faire pour les baguer et les relâcher afin de mener une étude de population. Donc, c'est une réserve qui a plusieurs intérêts qui sont parfois conflictuels. Et c'est un secteur que je connais bien, que j'ai fréquenté depuis mon enfance. Vous voyez ma mère et moi au Cap Tourmente il y a quelques temps. Et donc, ma mère s'est intéressée au lieu entre autres, pendant son mémoire de maîtrise, donc qu'elle a rendu pas tout à fait à l'Institut des sciences de l'environnement, parce que si je me fie à l'historique, je pense qu'il n'était pas encore fondé tout à fait, mais en tout cas, c'est bien ça. Mais en tout cas, elle a rendu un mémoire en sciences de l'environnement à l'UQAM sous la direction d'un des futurs fondateurs de l'Institut, Pierre Doncereau. Donc, son mémoire date de 81 et s'intitulait L'analyse critique de l'évolution spatiale et environnementale de la réserve de faune du Cap Tourmente. Donc, elle envisageait, dans une perspective de gestion de loi, de critique des aménagements territoriaux qui ont été faits par le Service canadien de la faune au moment où il a mis la main sur la réserve et les tensions qui se sont créées par rapport à l'aménagement traditionnel agricole qui était déjà sur place et les villages adjacents. Voilà, je vais passer donc, voilà pour la présentation. Je passe à ce que je vous parlais, aux lectures qui ont marqué ma démarche et qui m'ont mis la puce à l'oreille là, sur cette démarche de réécriture-là. Qu'est-ce qui serait profitable? Je commençais à m'intéresser à cette réserve de faune, mais dans une perspective qui était très reliée à ma connaissance du lieu en tant que passant, en tant que marcheur, adolescent, plus jeune même. Donc, à une vision assez figée là, de la conservation de la nature. Et puis, une des personnes qui m'a vraiment intéressé et une des citations qui m'a bousculé dans cette vision-là, ben, c'est celle de Tom Van Doren dans son livre Dans le sillage des corbeaux pour une éthique multispécifique. Le chercheur s'intéresse dans ce livre-là
à quatre ou cinq interactions communautaires entre des communautés d'oiseaux, c'est-à-dire de corvidés plutôt, et des communautés humaines dans certains paysages, à certains endroits de la planète, dont Hawaï et Amsterdam. Et au moment où il s'intéresse aux corvidés d'Hawaï, il cherche à découvrir ou à se concentrer sur des méthodes de valorisation des liens interespèces qui ne sont pas les mêmes partout et pour tous, hein, pas des méthodes universelles de gestion des populations de corvidés, mais bien des solutions qui sont ajustées à la vie locale, à la vie des gens du coin et à la situation concrète qui marque l'interaction entre les différentes espèces. Donc, Van Doren va écrire à une époque d'extinction et de colonisation, une époque qui, à bien des égards, est marquée par des motifs de perte biologique et culturelle entrelacés. Que veut-on dire quand on parle d'hériter de façon responsable? La thèse que je défends ici est que dans un monde post-naturel, un monde qui refuse l'illusion dangereuse d'un état sauvage auquel on pourrait revenir, d'une nature qui serait là, coupée de la vie humaine, la conservation doit être repensée sous la forme d'un travail d'héritage. J'ai trouvé ça très intéressant et très porteur, cette idée du travail d'héritage, parce que ça venait bousculer mon idée de prime abord, a priori, d'une réserve comme un milieu naturel où la nature serait toujours accueillie, préservée, qu'elle serait toujours à l'abri de ce qui la menace. Au contraire, dans le travail d'héritage, on voyait quelque chose de beaucoup plus actif, de beaucoup plus intergénérationnel et qui était ouvert à la mouvance, au changement de la nature elle-même et des conditions de son aménagement et de sa préservation. Donc, j'ai suivi Van Doren dans cette trace-là et j'ai voulu continuer sur cette idée du travail d'héritage. Et puis tout de suite, un texte qui a été absolument marquant pour la réflexion sur l'héritage, particulièrement bon, dans la vision de Françoise Collin d'un héritage intergénérationnel féministe. C'est le texte Un héritage sans testament, où Collin s'attache à penser l'héritage euh, comme détaché de ce testament comme texte à respecter à la lettre, comme texte figé, comme force de loi qu'on doit absolument respecter ou encore comme une liste de biens à transférer de main en main. Colin ouvre l'héritage, donc le pense comme quelque chose de beaucoup plus actif, de beaucoup plus intergénérationnel, où les personnes qui reçoivent des plus anciens et des plus anciennes sont engagées dans un travail de réinterprétation. Eux et elles aussi, hein, c'est pas une liste d'épicerie qu'on reçoit d'en haut, des volontés à respecter à la lettre, mais quelque chose de beaucoup plus mouvant qu'on peut réinterpréter en fonction des conditions actuelles de nos communautés. Donc, Colin va écrire, et ça a été une citation qui m'a bousculé encore une fois, même si le texte, la réédition date de 2020, bon, elle écrivait davantage en 80, là. Le changement du rapport entre les sexes dépend de la reconnaissance par les hommes, se faisant fils, de ce qu'ils peuvent apprendre quelque chose des femmes, quelque chose de l'ordre de la vérité. Que les fils portent un jour le nom de leur mère n'est qu'un symptôme d'une transformation plus profonde, dont on n'aperçoit pas encore vraiment les signes, par laquelle la pensée, la parole des femmes serait méditée, interprétée cités par les hommes mériteraient leur attention et la consécration de leur temps. Et donc, Colin m'invitait donc à m'intéresser au texte de ma mère, déjà en tant que texte émanant d'une experte, hein, pas seulement comme ce bassin d'inspiration dans lequel je pourrais puiser, mais comme une parole experte, validée, de quelqu'un qui a fait du cap tourmente son champ d'expertise et qui partage un savoir que je n'ai pas moi-même. Et ça m'engageait donc dans une forme différente de relation à la mer, qui n'est pas seulement une source de vérité ou encore une fois cet héritage testamentaire où je respecterais à la lettre la parole de ma mère, mais c'était davantage Colin me- m'encourageait à entrer dans une démarche où je me mettais à la suite de ma mère dans cet apprentissage qu'elle me véhiculait sous une autre forme, dans la forme de son mémoire. Et puis je retrouvais alors cette idée, on entre dans les textes de Plumwood dont on parlait un peu précédemment, ça m'engageait dans cette idée très soulevée par Plumwood et que Plumwood critique de manière très ardente du déni de la dépendance. Donc, Plumwood soulève dans son texte le féminisme et la maîtrise de la nature
que le sujet humain dominant se conçoit souvent, donc le sujet rationnel, traditionnel, souvent occidental, se conçoit par exclusion et souvent en opposition à l'autre. Donc, on va bâtir notre identité en rejetant ce qu'on considère comme n'étant pas nous, hein, dans une perspective très élargie et très générale. Et Plumwood va opposer ce sujet traditionnel dominant à un sujet qu'elle nomme relationnel. Donc, ce serait quelqu'un qui se conçoit, qui se constitue davantage par les liens qui sont entretenus et qui sont irrités avec les autres. Je ne vais pas plus loin dans cette idée-là parce que je vais surtout m'intéresser au déni de la dépendance. Mais Plumwood va nous dire que cette identité dominante de l'exclusion est étrangère au monde. En leur essence, les humains ne font pas partie, hein, selon cette vision. Donc, les humains ne font pas partie de la nature, qui n'est pas leur foyer et à laquelle ils ne doivent rien. Et je me suis tout de suite intéressé à cette idée du déni de la dépendance parce qu'elle venait rejoindre un autre déni qui est davantage connu euh, dans mon milieu, dans les études littéraires, dans la philosophie du langage et dans les études sémiotiques. C'est un déni qu'on connaît bien. Euh, c'est cette idée du déni souvent de la citationnalité, le déni de la référence ou des origines d'un texte, quand un texte se pose comme le seul promoteur de son sens, dans ce que Judith Butler, par exemple, a nommé la dissimulation citationnelle. Donc, c'est pas seulement cette idée des références auxquelles un texte peut s'attacher, mais c'est aussi tout ce qu'un texte doit à nos autres formes de parole, à ce qui a déjà été dit, comment tout langage est déjà une réappropriation du langage, des mots qui sont partagés, et comme toute prise de parole est déjà ancrée dans des prises de parole précédentes, entre autres dans la manière dont on va pouvoir les recevoir, dégager du sens de ces prises de parole-là. Donc, c'est pas seulement dans les citations académiques, mais également dans ce que les textes doivent toujours aux autres, dans un réseau, dans un champ élargi intertextuel. Et Butler s'est intéressé à ça en ouvrant la discussion, là, mais Yale va nommer ce déni-là la dissimulation citationnelle. Et encore une fois, je suis tombé sur cette citation qui me donnait un coup de pouce dans mon projet et qui me dirigeait vers une direction intéressante. Butler écrit: Il me semble en effet, et il y a là quelque chose d'encourageant, que l'on écrit dans un champ d'écriture toujours plus grand et moins maîtrisable que celui sur lequel on maintient une autorité provisoire, et que les réappropriations inattendues d'un ouvrage donné dans des domaines auxquels il n'avait jamais été consciemment destiné sont parmi les plus utiles. Donc, je trouvais ça très intéressant, cette citation de Butler, et ça me menait vers cette autre question de qu'est-ce que je pouvais faire avec un mémoire de maîtrise en environnement, qu'est-ce que je pouvais faire avec un mémoire qui émanait d'une chercheuse qui avait été faite par ma mère, et qu'est-ce que donc je pouvais apprendre d'un texte qui ne m'était pas destiné à la base. C'était un texte qui avait été pensé, écrit, bon, comme tout mémoire de maîtrise en fonction d'une certaine expertise dans un domaine, en fonction d'un certain champ de savoir, d'un jury même, d'un directeur. Donc, certaines personnes qui étaient destinées à recevoir ce type d'études. Et qu'est-ce que ça faisait au texte si je déplaçais simplement la position de lecteur? Donc, si je me mettais déjà pas dans une perspective où je suis cet expert en sciences de l'environnement, mais où je suis simplement le fils de la personne qui écrit. Donc, j'étais pas le destinataire du texte. Et qu'est-ce que ça faisait si je m'appropriais le texte de cette manière-là? Je le recevais d'abord dans cette posture. Donc, pour moi, une des choses qui était valorisée ou qui était mise de l'avant hein, par ce déplacement de la posture de la personne qui lit, ben, c'était déjà, ça m'engageait dans un réapprentissage des postures de savoir où, en tant que doctorant, ben, j'avais pas la maîtrise du contenu. J'avais pas la maîtrise de ce qui était dit. J'avais pas le dessus sur le savoir. Et puis, l'écriture du texte ne venait pas se poser après que la connaissance ait eu lieu, mais était au contraire un mécanisme même de la connaissance. La réécriture n'était pas quelque chose qui se posait après qu'on ait appris, mais la réécriture me permettait d'apprendre au fur et à mesure de l'écriture de ma thèse. Puis le changement de domaine devenait à ce moment-là très intéressant pour moi parce que je n'étais pas dans une position de valider ou non les expertises de ma mère, puisqu'elle était
davantage l'experte sur les questions environnementales sur ce sujet du cap tourmente et de la gestion des oies. Je vous rappelle que moi, je viens davantage des études littéraires et sémiotiques du domaine des arts. Donc, je m'engageais dans cet acte de suivi qui me demandait l'apprentissage d'un nouveau vocabulaire, tout ce vocabulaire qui sert à nommer le monde dans différents domaines, et donc dans les sciences environnementales, tout cet appareillage-là auquel je n'étais pas familier de biotopes, d'écotones, de séquences trophiques, le nom des espèces dont je connaissais peut-être les champs, mais pas le nom latin. Donc, c'était un apprentissage à la fois qui jouait avec le savoir profane et la relation à l'expertise. Voilà, oui, et ça me demandait aussi, je trouvais, ben là, on passe davantage à l'accueil dont je vous parlais, là, du rapport à la mer, mais ça me demandait aussi de revoir un rapport assez fondamental qu'on a avec la mer habituellement. Et je retourne à Plumwood, qui l'a très bien énoncé. Donc, à la fois, ce déplacement de la position de l'expert et de l'experte allait de pair pour moi avec le déplacement de la position de ce que ma mère est en mesure de m'apprendre. Hein. Donc, toujours dans le féminisme et la maîtrise de la nature, Plumwood va dire différents courants de la théorie féministe s'accordent pour reconnaître que les mères sont invisibilisées. Les aptitudes physiques, personnelles et sociales transmises par la mère, qui sont pourtant d'une importance primordiale, sont considérées comme le préalable de l'apprentissage réel associé à la sphère masculine de la raison et de la connaissance. La mère elle-même est reléguée au second plan et son statut est établi en relation à son enfant ou au père de celui-ci, tout comme le statut de la nature est établi en relation à l'humain, compris comme fournissant à ce dernier son environnement. Et de même qu'en Occident, l'identité humaine est définie par opposition à la nature et au prix du déni de cette dernière, de même le produit de la mère, typiquement l'enfant masculin, définit son identité masculine par opposition à sa mère et tout particulièrement à ses fonctions nourricières, qu'il cherche à expulser de sa propre personnalité en les remplaçant par la domination et par la réduction des autres à un statut environnemental. Et je trouvais dans cette citation-là un écueil très important face auquel j'essaie de m'éloigner. C'est cette idée de réduire le travail de ma mère à une source d'inspiration, comme je vous parlais déjà, à faire de ce travail-là un bassin dans lequel je peux puiser et dont je vais faire un usage rationnel, intellectuel après coup. Donc, que l'enfant masculin, dans mon cas, puisse donner une forme rationnelle au savoir de ma mère. Au contraire, c'est pas du tout ça qui se passe. Hein. Comme je vous le disais, il y a un facteur de protection dans le fait qu'il y a ces deux domaines-là et une réécriture que j'ai appelée mémorielle. Donc, une réécriture qui ne s'engage pas dans une correction, une amélioration, une mise à jour, une mise en forme, une rationalisation de ce qui a été dit par ma mère, mais qui s'engage plutôt dans une démarche de filiation face au texte. Donc, c'est pas de corriger, de mettre à jour, hein, mais bien plutôt de savoir vers où le texte de ma mère peut me diriger, hein, vers quelle autre interprétation on peut aller avec ce texte-là, euh, des interprétations qui n'étaient peut-être pas vues à la base ou vues d'office, mais c'est pas améliorer le texte ou lui donner une meilleure forme. Hein. C'est pas puiser dans un bassin de ressources comme l'inspiration que la mère pourrait produire. Et je m'intéresse, pour finir, à cette idée donc de Plumwood qu'on voyait à la dernière citation à toute fin, hein, ce statut instrumental-là, comment on en vient parfois par réduction à réduire justement les autres à ce statut instrumental. Puis je vais le faire en m'intéressant à trois plans de gestion. Donc là, vous comprenez que les plans de gestion ne sont pas mis à jour à chaque année, mais je me suis intéressé aux trois plans de gestion les plus à jour concernant la vallée d'Oie Blanche au Québec. Donc, il s'agit du plan d'action du comité de gestion intégré de la Grande Oie des Neiges au Québec. Et on va passer aussi ensuite dans les plus récents au plan d'action de la table de concertation de la gestion des Grandes Oies des Neiges, et puis finalement au plan conjoint des oies de l'Arctique. Donc, le premier s'étend jusqu'à 2010, et puis ensuite le second jusqu'à 2018, et puis le dernier jusqu'à 2020. Puis il s'agit du plan d'action le plus à jour. Traditionnellement, donc, les comités de gestion et ces tables de concertation réunissent des groupes
qui ont un intérêt particulier dans la gestion d'une espèce animale, par exemple, hein, ici, donc la gestion de loi blanche. Par exemple, des groupes d'agriculteurs, des groupes de chasseurs. On a encore des biologistes, par exemple, ici. Et puis, ce sont les biologistes que j'ai mis un peu de l'avant, qui sont souvent en charge de la rédaction de ces plans-là. Donc, vous retrouverez en parenthèse les noms des biologistes associés davantage à ces comités de gestion. Donc là, pour le plan d'action du comité de gestion intégré, celui que vous avez devant vous, on a Luc Bélanger et José Lefebvre. Et puis, je vais essayer de dégager, là, je pense que vous allez le voir assez rapidement, euh, donc un certain vocabulaire qui se dégage de ces plans d'action. Et je vous lis donc l'objectif énoncé dans ce premier plan, qui est de prévenir les dommages en environnement et réduire la déprédation agricole tout en maintenant les retombées économiques reliées au passage de la Grande Loi des Neiges au Québec lors de ces migrations et en améliorant la gestion à long terme de cette importante ressource internationale. On passe au prochain, pardon. Loi des neiges au Québec, plan d'action 2013-2018, qui est donc issu de la table de concertation sur la gestion de la Grande Loi des neiges. Et on retrouvait Gilles Gauthier, Jean-François Giroux et José Lefebvre, encore une fois. Et leur toute première piste d'action s'énonce comme suit: mettre en valeur la ressource afin de permettre à l'ensemble des intervenants d'en tirer le maximum de bénéfices. Et pour terminer, le plan le plus à jour, donc de 2020, qui est issu du comité du plan nord-américain de gestion de la sauvagine. Donc là, c'est un plan qui s'intéresse à l'oie uniquement, mais ils peuvent en faire également pour les bernaches, etc. Donc, dans les toutes premières lignes, dans l'introduction du plan d'action, on va trouver cette phrase: ces populations, d'oies et de bernaches, constituent une ressource naturelle d'une énorme valeur sociale, économique, culturelle et récréative. Oui. Et donc, vous voyez qu'il y a un fil qui est tissé entre ces trois plans. Il y a ce terme de ressources qui revient à chaque fois. Et puis, moi, ben, il y a cette cloche qui sonne. J'essayais de me questionner sur qu'est-ce que j'entends ben, quand j'entends ce terme de ressources-là. Et puis, j'ai ressorti quelques mots. Pour moi, il y a déjà cette notion de disponibilité, hein, dans l'idée de ressources. Donc, la ressource est là, elle est présente, elle est disponible et elle est en attente. Elle est en attente d'une volonté, d'une destination, d'une destinée, de quelque chose qu'on va pouvoir lui faire. Donc, elle n'est pas elle-même un être agentiel, un être intentionnel, hein, elle est plutôt disponible en attente des intentions qui vont être imposées par quelqu'un d'autre. Et puis surtout, hein, il n'y a pas de contraintes morales ou très peu de contraintes morales dont on peut se mettre les pattes ou on peut se prendre les pieds dans les plats face aux contraintes morales d'une ressource. Hein. Il y a très peu de choses que ce statut de ressource nous empêche de faire à un être ou à qu'on va qualifier comme tel. Et pour moi, bon, ça conduisait ces manières de parler. Ben, on peut le voir, par exemple, particulièrement dans cette idée de mettre en valeur la ressource afin de permettre à l'ensemble des intervenants d'en tirer le maximum de bénéfices. Il y a cette idée d'exploitation et clairement de marchandisation de loi blanche. Euh, Je reviens à Plumwood qui critique vraiment fortement ce statut instrumental et cette idée de ressources pour qualifier les espèces vivantes. En début de citation, donc on retrouve ce soi, c'est-à-dire le soi qu'on voyait tout à l'heure, là, le soi comme indépendant et déconnecté des relations qu'on tisse avec les autres. Je vous lis la citation. Donc, ce soi ne peut admettre que l'autre soit lui-même un soi, un foyer singulier d'agentivité et de résistance, dont les besoins, les finalités et la valeur intrinsèque imposent au soi certaines limites éthiques qui doivent être prises en compte et respectées. Pour l'égoïste rationnel, et là pour Plumwood, ce terme d'égoïste rationnel qualifie très bien la posture du scientifique traditionnel occidental. Donc pour l'égoïste rationnel, les autres, en tant qu'ils sont des moyens ou des ressources, sont définis par rapport au soi et à ses finalités. À condition de produire des satisfactions équivalentes, ils sont donc interchangeables. Une même valeur est attribuée à différentes choses ou à différents êtres, si tant est qu'ils permettent d'atteindre des objectifs similaires. Et là, je vous ai mis en crochet quelques objectifs auxquels on pourrait penser. Dans mon domaine d'études littéraires, ben, c'est souvent les objectifs d'inspiration. Je sors du monde naturel comme un bassin de poésie duquel on peut tirer des textes magnifiques et poétiques.
Objectif de chasse, par exemple, pour le groupe Canard illimité, par exemple, qui considère l'oie blanche, je cite, comme une ressource renouvelable. Donc, c'est très intéressant de qualifier un être vivant de ressource renouvelable. Et finalement, un objectif de conservation, comme pour les trois plans de gestion que je vous ai présentés. Je continue la citation. Cette interchangeabilité des autres lorsqu'ils sont perçus comme des moyens permet de nier toute dépendance à l'égard d'un autre particulier. C'est très important cette idée-là de nier l'existence de l'individualité. Hein. Je poursuis la citation, de telle sorte que les autres sont appréhendés de façon homogène, comme de simples membres d'une classe ou d'une catégorie préalablement définie en termes instrumentaux. C'est-à-dire qu'une loi blanche vaut en tant que représentante de son espèce, représentante de loi blanche, et non pas comme un être particulier, sujet de sensibilité et de subjectivité. Et donc, on peut retrouver dans ce statut instrumental-là une marchandisation, hein, une disponibilité pour l'exploitation de la ressource. Il y a donc un déni d'agentivité, de subjectivité et de ce que le sémioticien Jesper Hofmeyer nomme une liberté sémiotique. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un champ d'action qui serait ouvert, qui serait disponible à un individu en fonction des capacités corporelles, sémiotiques, interprétatives. Donc, il y aurait hein, ce déni de cette subjectivité-là, qui est pour moi, que mon travail permet d'entamer en tout cas une révision, une réflexion hein, en valorisant les positions situées des personnes qui font la recherche. Donc, en valorisant le geste actif de la réinterprétation, de la reconnaissance, le travail individuel qui est fait dans cette idée-là, ben, pour moi, on valorise déjà des agentivités qui sont présentes et des gestes subjectifs de réinterprétation, qui ne sont pas vus comme des tares de la recherche, quelque chose qu'il faudrait cacher, mais au contraire, comme la condition même d'accessibilité à la connaissance est une des manières de rompre ou de venir questionner ce statut instrumental-là qu'on peut prêter à des êtres vivants. Je poursuis avec des mots de ma mère tirés de son mémoire. Hein. Je pense que on peut pas ne pas la citer. Donc, ma mère va dire, afin de réaliser ces objectifs, le Service canadien de la faune sillonne la plaine côtière de rigoles et d'étangs, petits écosystèmes maintenus artificiellement, pour favoriser la nidification de la sauvagine et l'observation par le public d'une faune facilement accessible. L'environnement ainsi conçu se gère à la façon d'une marchandise disponible en des lieux spécifiques et suivant un modèle planifié. Euh, donc, je trouve ça intéressant qu'il y ait cette réflexion-là de ma mère à laquelle je peux nouer mon fil. Hein. Je peux nouer le fil de ce que Plumwood disait, par exemple. Pour moi, il y a cette valorisation donc des habitudes interprétatives intergénérationnelles. Et c'est vraiment là-dessus que je mets l'accent dans ma démarche de réécriture. Donc, les habitudes des oies à la fois, des passereaux et ma réécriture ne sont pas du tout la même chose. Hein. C'est des affaires très différentes, mais qui trouvent leur origine à chaque fois dans un certain rapport à la filiation, à l'apprentissage des jeunes et à l'interprétation située des connaissances. Voilà, je m'arrête ici. Je saute un peu sur une dernière partie que je voulais vous présenter, une recherche sur les Bernard nonnettes, mais je pense que je vais garder ça pour plus tard parce que je suis curieux d'entendre vos réactions. Donc, voilà pour la présentation de mon travail. Merci beaucoup, David. Très intéressant, très passionnant. Euh, donc, effectivement, le mémoire a été fait avant la création de l'Institut des sciences de l'environnement, mais il existait déjà depuis fort longtemps la maîtrise en sciences de l'environnement, qui était la première en Amérique du Nord, et qui se caractérisait par son caractère interdisciplinaire et critique. Et ça paraît dans le matériel que tu as pu travailler. C'est passionnant. Exactement. L'interdisciplinarité était déjà bien Ouais. ancrée et bien présente dans le texte de ma mère également. Donc, ça vient pas s'ajouter par la suite. Hein. Mm. Alors, moi, je vais ouvrir le plancher à des questions ou à des interventions de la part des gens qui sont présents. On peut arrêter le partage d'écran, David, à moins que tu t'en aies besoin pour répondre à des questions.
question, mais je te permettrai Non, c'est une bonne idée. de l'ouvrir stratégiquement quand ça sera nécessaire. Alors, Philippe Junot, qui vient d'arriver, qui arrive à temps pour la discussion, collègue en biologie. Bon, mais donc, ben moi, je vais y aller d'une première. En fait, j'aurais deux, mais j'aurais une première qui est un peu en biais. Enfin, j'ai vraiment apprécié. Ça rejoint, en tout cas, la question de l'instrumentalité chez Plumwood rejoint beaucoup des travaux que moi-même je mène sur d'autres objets ressources, comme la forêt comme source de biocarburant, par exemple. Euh, ça recoupe en fait le triptyque là, déjà là, la disponibilité, euh, puis l'idée qu'on puisse l'arracher en fait y mettre ses intentions, qui est d'ailleurs pour la modernité la définition de la propriété privée. Hein. C'est ça sur quoi on peut exercer notre intentionnalité. Puis ce qui échappe à la propriété, c'est ce qui résiste ou ce qui n'est pas propre à la réalisation de l'intentionnalité. En tout cas, c'est la définition qu'on trouve là, de Locke jusqu'à Kant. Là. Euh, donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant que tu aies mobilisé le cadre de Plumwood. En même temps, moi, je me pose toujours la question de aujourd'hui, c'est quoi la limite de ce cadre-là? Parce qu'on réactive finalement un cadre qui est avant toute l'explosion des humanités environnementales, avant la remise en question de la séparation nature-culture. On est encore dans un cadre féministe où on a le sexe qui est vraiment la catégorie fondamentale. On n'est pas du tout dans une théorie du genre contemporaine. Donc, est-ce que tu as rencontré des obstacles ou est-ce que tu ou c'était vraiment des questions qui étaient secondaires pour toi dans ce travail avec Plumwood? Euh, ben non, c'était vraiment pas secondaire, là, juste à cause de nos positions, ma mère et à moi. C'était déjà une difficulté, hein, de pas, difficulté comme de prévenir cette lecture-là qui pourrait être bon, faite déjà de beaucoup de présuppositions. Euh, non, mais tu sais, je pense que Plumwood a contribué au développement des idées en humanité environnementale. Et puis, d'après moi, son cadre est encore complètement à jour parce qu'elle dialogue avec les études féministes aussi, et puis elle dialogue avec la deep ecology, puis toutes ces autres écoles-là. Peut-être pas une confrontation, mais tu sais, un clash d'idées, en tout cas, sur ces questions-là, de qu'est-ce qu'on priorise. Hein. Puis, pour moi, une des idées qui me rejoint beaucoup, c'est l'intersectionnalité des luttes. Donc, à la fois, je pense que ça se retrouve abondamment chez Plumwood, qui essaie de rompre l'idée, par exemple, que on va régler bon, la question, tout en sachant que je parle de la position du fils, là, dans un leg qui n'est pas nécessairement le mien, dans une histoire qui n'est pas la mienne. Euh, mais comment l'intersectionnalité, donc, tu sais, Plumwood dialogue avec le fait, par exemple, que c'est pas en réglant la question de la domination de la nature qu'on va régler le rapport genré à la nature ou à son exploitation. Donc, pour moi, ces questions-là se posent ensemble. Euh, tout en portant attention à comment elle se constitue localement. Donc, pour moi, la focale, c'était surtout ça. Comment au Cap Tourmente, comment sur la côte de Beaupré, comment, quand j'ai grandi, comment ces questions-là venaient résonner chez nous. Donc, c'était peut-être moins de m'engager sur le plan du débat d'idées universalistes, parce que, tu sais, bon, chez Plumwood, on retrouve une contestation de la pas nécessairement de la rationalité, mais de la prédominance de la rationalité. Mais on le trouve quand même dans un texte qui récupère les formes classiques de la rationalité. Fait que c'était comme pas de m'engager sur ce terrain-là, mais c'était de déplacer un peu le terrain. Puis je le fais d'une manière, dans ma thèse un peu plus, là, j'ai pas abordé cette question-là, mais dans une écriture plus essayistique, personnelle, subjective. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'était moins de m'engager sur sur ce plan de l'histoire, bon, même si c'est super intéressant, mais le plan bon, de l'histoire, de la progression en humanité environnementale, la séparation de la nature-culture, etc. Évidemment, pas les ignorer, pas les prendre pour acquis, mais de m'engager sur un autre terrain. Je souhaitais moins refaire l'histoire du débat sur la nature-culture, par exemple. Ouais. Oui, mais le sens de ma question, c'était pas tant de refaire l'histoire que de constater que Plumwood était capable, malgré la distance temporelle puis l'évolution du champ, de donner une place
qui était confortable pour ta démarche. Oui, ouais, absolument. Oui, oui, Ouais. absolument. Colin aussi, tu sais, Colin réfléchit beaucoup à la place du fils dans ces questions-là, dans les questions de l'héritage féministe. Là, je vous ai choisi une des citations, tu sais, mais c'est une position qui est intéressante à prendre, puis qui a beaucoup d'écho aussi avec, bon, évidemment, le rapport à la nature, tu sais. Donc, pour moi, ces choses-là vont de pair, puis c'était impensable de réfléchir à la réinterprétation du mémoire, du texte de ma mère sans m'engager dans ces questions-là aussi, tu sais, en les ignorant. Là, pour moi, ça aurait été un grand angle mort là, de ma recherche si je l'avais fait. Je laisserai la parole à d'autres parce que je peux continuer, mais Jonathan, oui. Ben, je peux parler, mais en même temps, je voyais que. Excusez-moi, je vois Audrey, mais c'est pas Audrey qui s'approche. Euh, oui, non, je vous voyais en train d'approcher, puis je sais pas si vous voulez réagir. En fait, je dirige David, fait que j'ai peut-être moins besoin de parler, mais s'il y a d'autres gens qui veulent parler avant, je serais vraiment intéressé de vous entendre, puis ensuite, je pourrais peut-être prendre la parole. Oui, moi je souhaiterais prendre la parole, mais ça ne me dérange pas aussi de vous laisser parler. Après, je peux. D'accord. Félicitations à David Paquet pour votre brillante présentation, très intéressante. Je remercie également Audrey pour l'invitation. Alors, moi, la question que je souhaiterais poser, c'est vous avez parlé de l'analyse critique de l'évolution spatiale de la faune. Quand on parle de l'évolution spatiale, à la fin, j'ai vu une carte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au niveau de la carte cette évolution et pourquoi cette évolution n'a pas été limitée dans le temps? Parce que quand on parle d'évolution, peut-être il doit y avoir un intervalle. Supposons de 2000 à 2010, quelle est cette analyse critique de l'évolution durant cette période? Est-ce pourquoi vous n'avez pas limité ça? Et aussi, la dernière question, pourquoi une affirmation dit que les humains ne font pas partie de la nature? Ben là, déjà, tout de suite, merci beaucoup pour vos questions. Déjà, tout de suite, pour rebondir sur la fin de votre intervention, ben, c'était une citation, c'était une idée à laquelle on s'opposait, là. Bon, cette idée de, évidemment, là, que les humains ne font pas partie de la nature, on est beaucoup plus dans une filiation. Donc, c'était davantage pour dénoncer ces idées reçues, là, puis je reprenais Plumwood à ce moment-là. Euh, pour l'intervalle évolutif, l'intervalle de la carte, euh, il s'agissait déjà pour moi dans mon travail de séparer ce qui relevait du savoir-faire, de l'expertise et du travail de ma mère, puis ce qui relevait de mon expertise, puis d'où est-ce que moi je peux entrer dans ce travail-là. Donc ma mère est géographe, puis elle a fait de la cartographie à la réserve. Et puis, elle s'est concentrée, puis moi aussi, ensuite, dans mon analyse, hein, suivant ce lien-là, elle s'est concentrée sur le moment charnière où la réserve devient une réserve. Donc, avant l'établissement du SCF, donc avant l'établissement du Service canadien de la faune, et puis après. Donc, elle a fait une première carte en suivant elle-même des archives sur l'aménagement traditionnel agricole. Donc, c'était surtout des champs. Il y avait il y avait le village du Petit Cap aussi qui est encore en grande partie présent. Donc, beaucoup de fermes qui ont été démolies, d'installations qui ont été détruites par le Service canadien de la faune. Donc, elle s'est intéressée à l'avant. Et puis ensuite, après, au moment où elle arrivait, elle a cartographié elle-même la réserve en l'arpentant. Donc, en fonction de ce qu'elle voyait, elle a établi la carte des changements, de ce qu'elle appelle les changements anthropiques, qui ont eu lieu ensuite surtout sur la plaine côtière. Donc, l'établissement d'un centre d'interprétation, l'établissement des sentiers, l'accessibilité aux bâtures, la tonte de la pelouse, la pose de nichoirs, etc., etc. La création de bassins artificiels aussi, qui a été vraiment très, très importante, hein, cette création-là au Cap Tourmente. Puis ça a été fait sous l'autorité de Canard Illimité, donc un groupe de chasseurs qui a décidé d'intervenir pour créer ces mares à canards, comme on appelait dans le temps, donc des endroits propices pour chasser la sauvagine dans la réserve du Cap Tourmente. Donc c'est un rapport très conflictuel aussi à l'aménagement de la nature et puis ce qu'on souhaite produire comme manière de présenter hein, cette nature-là. Donc, c'est ce point-là que ma mère critiquait. Et puis, donc, l'espace temporel, ben, c'était surtout ce moment charnière là, entre le avant et après fondation de la réserve.
Puis oui, la réserve ensuite, il y a eu très peu de nouveaux aménagements anthropiques depuis, là, même jusqu'à maintenant. Là. Un des plus grands changements, ben, c'est l'utilisation de la réserve par les oies blanches. Mais même à ça, il y a eu une continuité, une certaine continuité dans la manière d'opérer le territoire où le Service canadien de la faune a donné des lots aux agriculteurs pour qu'ils puissent continuer à faire leur activité parce que les champs dégagés permettaient à l'oie blanche de se poser pendant ces périodes de migration. Donc, il y a aussi une série de continuités dans l'aménagement territorial, puis une série de ruptures aussi. Merci beaucoup, David. Jonathan, puis moi, j'ai aussi deux autres petites questions après, mais je laisse le plancher à d'autres aussi en même temps. Oui, parfait. Ben merci. Merci à Audrey et Eric là, de nous accueillir. Là. Puis David, il a présenté son projet plusieurs fois à de nombreuses personnes. Puis là, ben, de le présenter ici là, à vous, là, à l'Institut de sciences de l'environnement. Là. Donc, c'est super. Là. Merci de nous accueillir pour ça. Moi, je voudrais peut-être parler peut-être genre du projet, donc puis de la métaux comme telle, parce que ben, David a cité Butler en ce qui concerne la réappropriation de ces textes-là. Puis c'est vrai que, je veux dire, ce mémoire qui a été écrit par ta mère il y a de ça quelques années n'était pas dirigé à toi. C'est-à-dire, tu n'en étais pas le lecteur modèle de cette affaire-là. Elle a écrit pour plein d'autres raisons. Je ne veux pas dire qu'elle voulait pas que tu le lises, mais c'est-à-dire son objectif principal, c'était l'obtention d'une maîtrise, c'était de finaliser. Voilà, et c'était de l'écrire là pour un parterre, en quelque sorte, de biologiste. Mais cette idée de prendre un objet et de le réutiliser, donc tu parlais de réappropriation en suivant Butler, il y a comme plein de termes un peu similaires, là, resémiotisation, métaphorisation, recontextualisation, donc savoir, ben, finalement, cet objet-là, quels sont quelles sont les fonctions? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce texte-là de plein de façons différentes? Puis la même question, je pense qu'on peut comme un peu la tourner ou enfin, puis elle permet de peut-être comprendre le projet lui-même, c'est-à-dire ben, qu'est-ce qu'on fait aussi avec les territoires, tu sais? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ces territoires-là? Est-ce qu'on l'accorde, est-ce qu'on le donne à des bêtes, c'est-à-dire les, les oies blanches, ou est-ce qu'on le donne à des chasseurs, ou est-ce qu'on le donne à... Fait que je pense que c'est vraiment de voir cette espèce de faisceau ou genre agglomérat d'affordances et d'usages qui sont parfois ben, qui vont parfois dans le même sens, des fois qu'il y a des écartèlements ou puis ça, je pense que ça peut juste être bon, c'est-à-dire on voit, c'est-à-dire à la fois le mémoire de maîtrise de ta mère et la réserve, ben, apparaissent comme des sortes de hybride un peu, là. Puis finalement, ben, ça fait partie de ces choses-là. Autant qu'on voudrait juste les caractériser, puis leur donner une enveloppe ou une étiquette, là, dire voilà, c'est ça, ben, ça peut être plein de choses. Donc, moi, c'est vraiment le côté méthodologique là, du projet là, qui m'anime. Aussi, ben, tu sais, c'est une sorte de réutilisation d'un savoir. David, on se connaît peut-être pas assez, mais je pense que il y a comme 5 ans, tu te voyais peut-être pas en train de comme creuser toute tu sais, cette littérature grise là, sur la gestion de la faune. C'était pas comme ça dans quoi tu t'embarquais. Mais en même temps, puis je ne veux pas dire que tout le monde peut faire n'importe quoi, mais tu sais, tu réussis à le faire pareil. Donc, c'est cette question entre le mentor, le mentoré, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec des savoirs qui sont comme un peu hors de notre champ, mais en même temps, on est capable d'aller les activer, on est capable d'aller les chercher, puis tu sais, puis ça, je trouve que c'est vraiment, tu le fais vraiment remarquablement dans ce projet-là, tu sais. Puis tu sais, c'est une thèse éminemment personnelle, dans le sens que personne d'autre pourrait la faire. C'est-à-dire, personne d'autre a ta mère qui a fait ça et qui pourrait. Mais en même temps, l'objet de savoir qui en découle est aussi très partageable et très public. Et ça aussi, je pense que c'est une je ne vais pas dire une des forces du projet, mais ça, c'est quelque chose qui m'anime dans ce projet-là. Tu sais, c'est pas une thèse, puis puisqu'on on a dû en parler lors de ton examen doctoral, c'est pas un projet subjectif là, où tu vas comme parler de toi puis de ta mère. Tu sais. C'est personne d'autre aurait pu le faire, mais en même temps, encore le résultat a une grande valeur tu sais, publique. Et ça, je pense que ça déjoue un peu une sorte de scission un peu facile qu'on aurait pu dire entre ah ben ça, c'est vraiment très, très personnel ou ça, c'est comme objectif peut-être. Là. Tu sais, ça pose plus, on n'est plus là-dedans. Et puis, je Ouais. pense que ton projet le fait vraiment, vraiment bien. Donc, voilà. Peut-être des commentaires là, en rafale.
Mais sinon, voilà, vraiment merci encore, là, Eric. Là, puis, excuse-moi, j'ai pas le nom de l'autre intervenant, de monsieur avec ses questions. Donc, vraiment, merci beaucoup pour vos remarques là, qui aident le projet de David là, à aller de l'avant. Là. Merci. Oui, merci beaucoup. Ça aide beaucoup ma réflexion. Puis évidemment, j'abonde dans le sens de Jonathan qui connaît très bien mon projet, là. Puis tu sais, cette idée déjà de le souligner à grands traits, là, peut-être, mais que tu sais, le texte est déjà une forme d'aménagement de la réserve. Puis ce qu'on dit sur la réserve est déjà une manière d'intervenir sur celle-ci. Donc, l'intervention sur un texte, c'est pas un emploi détourné ou un usage détourné d'une recherche sur la faune. C'est en tant que tel une recherche sur la faune aussi. C'est de voir comment ces choses-là vont main dans la main. Puis merci, merci beaucoup pour vos réactions. Puis merci, Jonathan, aussi pour ton aiguillage tout au long du parcours parce que c'est vrai que je me suis engagé euh, dans un milieu que je connaissais moins, que je me voyais pas faire v'là 5 ans, là, justement comme tu as mentionné. On a encore du temps pour quelques commentaires, questions. Je ne sais pas si d'autres personnes. Moi, je me demandais, David, tu as été assez discret justement sur la nature de ta réécriture. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? T'as laissé entendre là, il y a quelques minutes que ça prenait une forme un petit peu plus d'essai, mais je serais quand même curieuse de voir là, sous quelle forme et avec quel procédé aussi tu travailles pour faire ce travail-là. Oui, ben la réécriture en tant que telle, donc là, je ne me suis pas engagé sur cette question-là aujourd'hui, mais comme je vous disais, à chaque fois que je présente mon projet, c'est toujours avec un angle un petit peu différent. Donc, je l'ai déjà présenté sous l'angle de la réécriture. Donc, tu sais, j'aurais aussi un 30 minutes que je pourrais faire sur cette question-là. Je vous épargne les détails. Mais, tu sais, la réécriture a une longue histoire aussi en études littéraires. Puis je m'engage donc avec cette histoire-là aussi, de gens qui ont posé des gestes de réécriture comme le collage, tu sais, le cut-up, le brouillon, bon, tout ça. Hein, fait que, évidemment, le brouillon, c'est hors de question pour moi, là, c'est pas ça l'idée, mais donc, c'est déjà une forme de collage. Donc, je vais chercher des passages, je réécris à peu près l'entièreté du mémoire de ma mère. Je vais chercher des passages que j'intègre dans le corps de mon texte et puis qui constituent hein, aussi le corps de mon texte, puis qui peuvent prendre de l'expansion à certains moments, donc tu sais, que je peux faire gonfler tu sais, un peu comme une balloune. Puis je respecte pas l'ordre formel non plus du travail de ma mère, donc des phrases du dernier chapitre peuvent se retrouver en introduction. Il y a vraiment un code-up là, qui se fait à ce niveau-là. Euh, Puis, j'ai un rapport différent à la citation aussi, tu sais, pour noter l'emprunt, noter la source. Donc, ça aussi, il y a une histoire à cette forme-là de citation qui est un peu différente, mais c'est simplement le nom dans la marge sans une référence précise à la page. Donc, simplement pour moi, en mettant le nom dans la marge, ça indiquait le clin d'œil, qui n'était pas une référence à une autorité qui savait tout, une autorité face à laquelle je fais une révérence, que si je me plie à ce savoir-là, c'était plutôt joindre nos voix. Donc, joindre ma voix à celle de ma mère dans certains passages. Et puis, je ne vais pas dire exactement, donc, si ma réécriture, c'est une citation directe, une citation indirecte, un emprunt, une influence, une inspiration. Je vais mélanger ça ensemble parce que aussi, bien évidemment, ma réécriture de ce que ma mère m'a appris, c'est pas simplement, je la trouve pas simplement dans son mémoire, mais aussi dans les moments quand j'étais plus jeune où elle m'amenait à la réserve. Tu sais. Tout ça est en lien, tout ça dialogue ensemble, et puis c'est très dur pour moi de faire la séparation entre ce que j'ai appris les deux pieds dans la réserve d'elle ou de mon père qui m'amenait aussi, puis ce que j'ai appris en lisant son mémoire. Tu sais, évidemment, on parle pas à un enfant de la même manière. Ça m'a pris du temps avant de savoir que ma mère était une experte sur cette question-là, tu sais. Mais donc, je souhaite que tout ça dialogue et que le savoir que j'ai appris de ma mère, un savoir universitaire académique, ne trouve pas simplement son origine dans un texte académique, mais aussi dans une forme de dialogue qu'une mère peut avoir avec son enfant. Donc, il n'y a pas une hiérarchisation des apprentissages que j'ai faits. Donc, pour moi, cette méthode-là, de simplement noter son nom dans la marge, ça permettait ça aussi.
Ouais. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me remémorer mes études littéraires aussi, où j'ai touché Jeunette et son palimpseste à l'infini parce que je travaillais sur Exact. la parodie. Donc, c'est sûr aussi de voir les traces comme sur plusieurs couches là, qui apparaissent là, dans tes processus de réécriture. C'est super intéressant. Merci. Ouais, merci. Merci. Je connaissais pas ton passé aussi. Mais oui, il y a le palimpseste de Genette. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, la figure du palimpseste, c'est quand on écrit un texte par-dessus un autre texte. Et donc, le texte précédent est encore un petit peu visible par-ci, par-là. On peut accrocher des mots, des phrases. Mais il y a ce second texte-là qui vient se surimposer. Donc, c'était important pour moi de ne pas prendre la place, hein, de ne pas réécrire par-dessus, mais plutôt d'écrire avec, Mm. donc en dialogue, etc. Moi, j'avais ben, une question qui se déplie un peu, puis une autre qui est très courte. Fait que je vais les shooter les deux, puis tu fais ce que tu veux avec tout ça. Ah, Je vais commencer par la plus courte. Est-ce que dans le cadre de la démarche, tu dialogues avec ta mère? Ça, c'est la première oui, question. oui, c'est vrai. Puis Ah c'est oui, quoi la nature de cette interaction-là? Ça, c'est la première. Puis la deuxième, plus longue, que tu peux déplier comme tu veux. Mais, tu sais, tantôt, je parlais de Plumwood puis de la distance. Puis une des caractéristiques de cette distance-là, puis c'est vraiment une interrogation que je me pose parce que j'utilise Plumwood moi aussi, c'est tout le débat qu'on a depuis une dizaine d'années sur le concept même de nature qui est remis en question, puis toute cette approche par le vivant qui est très française, là, dans laquelle je me retrouve beaucoup. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans, mais qui s'est constitué dans une opposition à la catégorie même de la nature. Puis ça filtre c'est même à l'Institut des sciences de l'environnement, ça filtre, mettons, à l'IBES, là, le panel, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, où il y a toute cette idée de nouvelle narration basée sur les ontologies relationnelles, puis même le concept de valeur, tu sais, que tu as mobilisé tantôt, comment qui a été retravaillé à travers l'idée de valeur relationnelle. Euh, donc, c'est comme le champ a vraiment explosé, je dirais. Puis je me demande, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire intervenir dans ta réécriture ou pas? Est-ce que ça serait intéressant ou pas de mobiliser? Parce que je dirais qu'aujourd'hui, on ferait un parc, on ferait la même démarche, on ferait la même analyse critique que ta mère a faite sur la démarche du parc, et on serait dans un vocabulaire très différent compte tenu ben, d'où est rendue la question de la biodiversité. oui, oui, tout à fait. Donc, pour répondre à la première question, puis les deux sont comme un peu en lien aussi parce que c'est sur l'actualisation des connaissances puis le champ de recherche dans lequel on se trouve. Ma mère, bon, dans ces années-là, c'était les pensées post-marxistes, bon, les pensées anti-technocratiques, etc. Puis ma mère, dans son mémoire, les principaux antagonistes, c'est les technocrates gouvernementaux. Puis ma mère est devenue fonctionnaire ensuite. Donc, il y a eu un rapport assez conflictuel quand je lui ai dit que j'allais reprendre son mémoire. C'était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait des technocrates gouvernementaux? Et là, évidemment, le vocabulaire a changé. Tu sais, c'est plus exactement bon, l'État technocratique comme une entité uniforme ou bon, tu sais, le Léviathan où tout le monde fait la même chose. Tu sais, évidemment, il y aurait des prises de position engagées qui seraient très différentes. Mais oui, j'ai un dialogue avec ma mère aussi sur qu'est-ce qu'on fait maintenant de ce texte-là. Puis ça m'a demandé aussi euh, une argumentation puis, pour la convaincre de qu'il y avait une valeur à ça, qu'est-ce que je pouvais faire aussi de ma réécriture de son travail. Peut-être romper une veine qu'elle pouvait avoir aussi parce que bon, ça fait des décennies qu'elle a fait ce texte-là. Donc, il y a aussi un rapport à la jeunesse, je pense, dans le texte de ma mère. Il y a une pensée critique, peut-être plus revendicatrice que ce que je trouvais par la suite. Puis j'aime ça aussi, la découvrir plus jeune, puis peut-être plus revendicatrice, puis de ne pas actualiser ça nécessairement, de garder cet aspect revendicateur qui a peut-être mal vieilli, mais qui est quand même intéressant de conserver, pas mettre en bocal, là, mais de s'engager avec ce rapport-là, même si c'est conflictuel. Puis oui, pour, tu sais, bon, un mémoire qui se ferait sur le même sujet maintenant n'emploierait pas le même vocabulaire, mais ça nous conduit à cette idée de traduction aussi du vocabulaire. Puis
qu'est-ce qui peut encore se traduire dans différents termes, parce que je retrouve des pensées ou des gestes, des réflexions que ma mère avait qui ne sont pas formulées de la même façon. Hein, par exemple, cette distinction en nature et culture, on retrouve beaucoup de réflexions maintenant sur le fait, par exemple, que les populations locales étaient moins empêtrées dans une distinction nature-culture qui souciait traditionnellement moins de ces questions-là qu'une pensée étatique, tu sais, qui a pu venir s'établir par la suite sur une réserve naturelle, par exemple. Donc, c'est une grande critique des réserves naturelles qui a été faite. Après ça, je ne suis pas dans le milieu de la conservation, mais je me suis intéressé grandement, là. Euh, mais ça va pas là, j'ai un participant supplémentaire avec moi. Mais oui, d'après moi, ce sont des questions qui sont encore d'actualité puisque... Ça va pas là. Il y a quelqu'un qui va aller dehors. Mais oui, c'est des questions qui sont encore d'actualité parce que c'est une méthode d'intervention sur la nature et sur les zones naturelles qui sont encore en vigueur. Hein. Très souvent, tu sais, on veut établir une réserve naturelle aux dunes de Tadoussac, mais qu'est-ce qui viendrait menacer les dunes de Tadoussac? Tu sais, quel grand projet de développement irait s'établir sur des dunes de sable? Fait que pourquoi on s'en va faire une réserve naturelle dans des environnements peu menacés au lieu de protéger des zones qui sont plus directement, ben, tu sais, sachant que la nature entière est sujet à menace, mais c'est notre question. Mais pourquoi on va s'établir dans ces zones-là qui sont moins directement menacées? On a encore cette vision, selon moi, de parcage de la nature. Donc, de réserver des zones ou des... Donc, il y a une vision de la nature qui est assez figée quand même, tu sais, qui a peut-être pas euh, évolué tant que ça, j'ai l'impression, dans nos méthodes de gestion puis dans notre aménagement anthropique de la nature. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ces questions-là, mais tu sais, on n'est pas devant une panoplie, une diversité de modes d'héritage de la nature. Je trouve au contraire euh, on est plutôt restreint dans ce qu'on peut faire. Je dirais que le vocabulaire critique a beaucoup évolué, mais effectivement, Mhm. on reste empêtré dans les mêmes enjeux, quoique il y a des exemples intéressants de. Mais là, il y avait Hubert qui avait levé la main, donc j'aimerais ça lui permettre de poser sa question. Merci à tous. Merci à David pour sa présentation. Sinon, j'ai bien suivi, peut-être que j'ai loupé une partie. David, s'il te plaît, je voudrais savoir, est-ce que ton objectif principal, c'est la réécriture du mémoire de ta mère ou plutôt, genre, l'objectif est de travailler sur le même thème ou bien le même sujet de recherche que ta mère? Je voudrais savoir. Est-ce que l'objectif principal est la réécriture du mémoire ou plutôt que tu tu t'appropries le même sujet de recherche que ta mère et avancer là-dessus? Je voudrais quand même avoir un éclaircissement là-dessus. Merci. Oui, c'est une bonne question. Merci beaucoup, Hubert. C'est davantage la réécriture du mémoire de ma mère. Je refais pas cette recherche ou je remets pas à jour sa recherche-là, sachant que c'est pas mon bagage non plus, c'est pas mon expertise. Donc, c'est davantage la question de la réécriture. Puis c'était intéressant à ce moment-là de séparer qu'est-ce qui relevait des enjeux du mémoire de ma mère et de la recherche de ma mère, qu'est-ce qui relevait de mes enjeux. Puis je dirais que par la réécriture, ben, c'est davantage des enjeux d'attachement au territoire, de passation, de lien, de filiation au territoire, hein, puis d'attachement à un lieu spécifique-là, puis à comment une recherche subjective, attentive à un coin spécifique, à un milieu spécifique peut se faire. Donc, moi, c'est davantage ces enjeux-là qui m'intéressent et sur lesquels je sens que je peux me positionner. Mais là, c'est sûr que j'ai fait une présentation qui était davantage ancrée dans les sciences environnementales et humanités environnementales pour le contexte de l'Institut de l'ISE. Donc, je comprends aussi la confusion, bon, sans dire que c'était une confusion, là, mais peut-être que j'ai mal délimité ces deux questions-là. Bien sûr, ils s'imbriquent, mais moi, j'agis davantage dans cette réflexion sur la réécriture et l'héritage. Parce que c'était très OK, clair. c'est bon. C'est Merci. Merci beaucoup, David.
Est-ce qu'on aurait d'autres questions, d'autres interventions? Ben, si je peux juste dire, c'est que, ben, enfin, les gens en sciences, on vous lit, déjà. Je sais pas si vous lisez entre vous, mais il y a d'autres gens qui vous lisent, puis qui vous lisent, et c'est ça peut peut-être être étonnant de l'apprendre, là. Donc voilà, donc toutes ces collaborations-là sont appréciées, là. Ouais. Mm. Puis merci de nous lire aussi, hein. Je pense à Eric et va réaliser, mais c'est exactement ça qu'on souhaite, hein, c'est Ah oui. Ah, de, de créer un dialogue, puis c'est au fondement des humanités environnementales. Puis il y a tellement un foisonnement dont tu parlais plus tôt que j'avais la difficulté des fois à savoir dans quel domaine je me situais ou dans quelle orientation je me situais. Tu sais, est-ce que je fais de l'histoire environnementale, de la réécriture environnementale, bon. Il y a vraiment un foisonnement qui peut être parfois déroutant, mais écoute, tant mieux, je pense. Ça nous donne le choix. mm, mm. De plus en plus, il faut qu'on parle d'interdiscipline plutôt que de discipline. Ouais. C'est ce qu'on aime dire à l'Institut. Bon, est-ce que, il y aurait des derniers commentaires? Sinon, je pense qu'on a fait le tour. C'était vraiment passionnant, vraiment intéressant. Puis donc, bon, ben, sur ce, je nous souhaite une belle après-midi. Merci encore, David. C'était passionnant, vraiment intéressant. Merci aux participants, participantes d'avoir été là et on se revoit dans un autre webinaire. Bon Merci après-midi. beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, au plaisir. Merci, bonne journée. Bonne journée.